Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau jeu Talk où nous allons parler de Dungeon Crawler et d'Heroic Fantasy avec le jeu Sword and Sorcery. Allez, c'est parti. En préambule de cette vidéo, n'oublie pas qu'il y a un Discord que tu peux rejoindre où nous pouvons parler et puis débattre de plein de choses sur le monde ludique. Quand on parle de Dungeon Crawler, nous avons en tête Descent ou bien encore Gloomhaven et d'autres jeux. Et bien aujourd'hui, nous allons parler de Sword and Sorcery. Sword and Sorcery, c'est un jeu de 1 jusqu'à 5 joueurs des éditions de Intrafins Games. C'est un jeu, car je ne retiens jamais le nom des auteurs, de Simone Romano ainsi que Nuno Suras. Et c'est un jeu qui vous met dans la peau, d'anciens combattants. Oui, anciens combattants pour la simple et bonne raison que vous avez été ramenés à la vie, donc vous êtes sous forme d'âme, et vous êtes là pour libérer justement le peuple, des petits diablotins qui sévissent autour de la ville. C'est au travers d'un livret de campagne ainsi que d'un livret des secrets que vous allez harmoniser votre partie tout en ayant une narration in-game directement. Vous allez voir, c'est assez sympa et ça vous permet surtout de rentrer très rapidement dans cet univers. Swords and Sorcery propose des parties qui à peu près avoisinent les 1h30 à 2 heures de temps pour un scénario, grosso modo. On a un acte à l'intérieur, il y a à peu près 7 quêtes. Et ça vaut, on va dire, 60 à 70 euros, tout dépend d'où vous allez bien évidemment l'acheter. Allez, sans plus attendre, on se fait un petit focus sur le jeu. Alors, voilà ce qu'on va avoir dans Sword and Sorcery. Donc là, je vous ai mis vraiment, je vous ai théâtralisé une petite mise en place qui n'a rien à voir avec le scénario. Il n'y aura pas du tout de spoiler, c'est vraiment pour vous expliquer comment se joue ce Swords and Sorcery. Alors bien évidemment, vous allez prendre un héros. Et oui, et le héros, lui, est constitué de cette petite fiche que vous allez avoir ici. Donc ce qui est sympa déjà dans Swords and Sorcery, c'est qu'on va avoir le côté vilain, et nous allons avoir le côté lumineux du mec. Donc ça, c'est très sympa. Alors on a différents archétypes, hein. On a le sorcier, on a l'archer, l'enchantress. Là, j'ai pris un chevalier directement et je l'ai mis avec son côté vicieux, on va dire malin. Par rapport à ça, vous allez ensuite vous équiper de choses. Vous allez choisir bien évidemment la carte de profil qui va justement venir avec le personnage comme ici, qui est Icarus, c'est le chevalier de la rose noire, tatatin. Alors il me semble que c'est le chevalier de la rose blanche si vous le prenez du côté lumineux. Icarus va venir avec ces petits points de compétences, entre guillemets, ce qu'on appelle les skills, donc les compétences magiques. Sauf que là, ça va dépendre de votre affiliation. Toutes les compétences neutres, vous allez pouvoir les mettre dans les deux personnages qui soient lumineux ou ténébreux. Et toutes les compétences vilaines, hein, qui sont par exemple ici avec 2 trucs noirs, vous allez pouvoir les équiper. Par contre, tout ce qui est compétences lumineuses, ça malheureusement, vous ne pouvez pas lui équiper, il ne peut pas. Il va venir aussi avec un petit jeton d'activation que vous allez retourner une fois que votre personnage aura fini ses activations. De part et d'autre, nous allons avoir un bouclier, c'est là où vous allez pouvoir équiper vos armes secondaires, ou alors vous allez pouvoir équiper une arme à une main ou alors à 2 mains ici. Le héros vient aussi avec un petit diagramme qui représente son niveau, mais aussi ses points de vie, les capacités à pouvoir combattre, le nombre d'actions qu'il va avoir et le nombre de pouvoirs magiques qu'il va pouvoir avoir. Au fur et à mesure que vous allez gagner des âmes durant le jeu, vous allez augmenter ce cadran qui bien évidemment va vous faire augmenter vos actions ainsi que vos compétences. Mais quand on commence au niveau 1 directement. Une fois que tout ceci a été fait, vous allez avoir votre petite map monde ici, avec bien évidemment le livret des comptes ici qui va vous expliquer le pourquoi du comment vous êtes là-dedans. Pour pas vous spoiler, je vous montre vraiment pas du tout ce qui s'y passe à l'intérieur, mais sachez que c'est comme ce que vous allez avoir dans les différents Dungeon Crawlers sans problème. Ce livret de comptes est aussi accompagné du livret des secrets. Alors le livret des secrets, c'est là où vous allez avoir toute la narration de Sword and Sorcery, les choix que vous allez pouvoir faire, que ça soit du côté bien, du côté pas bien ou alors du côté neutre, on vous laissera toujours le choix de le faire. Donc moi je préfère jouer avec cette variante puisque bien évidemment si vous êtes du côté lumineux, il faudra toujours prendre les choix le plus lumineux possible.
mais bon, vaut mieux choisir. Donc tout ça, en fait, c'est un petit livret qui vous donne du storytelling, des dialogues et d'autres choses qui s'y passent à côté, mais on ne l'ouvre pas parce que, eh bien, c'est secret. Alors, une fois que vous avez fait tout ceci, eh bien, vous êtes fin prêt à jouer. Comment on joue à Sword and Sorcerer? Vous allez voir, c'est hyper simple. On va avoir un déroulement du jeu qui est constitué de 3 phases. La première phase, c'est la phase de préparation, où là, vous allez eh bien, résoudre les effets des dégâts appliqués avec les jetons, par exemple, feu, qui vont vous donner eh bien, des dégâts supplémentaires, etc. Vous allez réactiver vos pouvoirs. Alors, vous allez voir que le pouvoir se réactive de manière très simple. Et vous allez pouvoir améliorer votre âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en tuant en fait, des monstres, vous allez avoir des petits jetons âme comme ça. Et si vous payez en fait, au carré directement le niveau de votre âme actuelle, donc si vous êtes à 4, il va falloir payer par exemple au carré de 4 pour pouvoir justement augmenter le niveau jusqu'à 5, etc. Petite particularité qui est assez sympa, c'est que vous ne pouvez pas prendre l'ascendant et monter hyper vite directement au niveau des niveaux. Et ça ne veut rien dire parce qu'en même temps ce n'est pas français, il y a de la répétition. Ça veut juste dire que si vous avez un joueur qui est niveau 2, il ne pourra pas passer au niveau 3 si tous les autres ne sont pas passés au moins au niveau 2. Donc ça, c'est assez sympa, vous n'allez pas prendre un ascendant sur les autres, il n'y a pas une certaine frustration. On arrive ensuite à la phase de combat et c'est là où c'est la tatane. Alors la phase de combat, c'est très simple, vous allez prendre votre personnage, vous allez ensuite avoir une phase de mouvement et dès que vous êtes au corps à corps ou alors si vous avez une arme à distance, vous allez pouvoir initialiser eh bien, un combat. Alors, comment ça se passe? Je vais vous montrer un tour de jeu, grosso modo, ce que ça peut donner. Ici, je suis avec eh bien, Icarus. Icarus, je vais pouvoir, par exemple, me balader ici. Vous voyez, je peux bouger de 3 avec lui parce que eh bien, son profil me dit que je peux bouger de 3. Donc, je peux faire une action de déplacement pour arriver ici. Et là, vous voyez, vous avez un petit chiffre 4. Alors, le petit chiffre 4, il dit quoi? Donc, je l'ai mis là juste pour vous expliquer. Il vous dit uniquement que vous vous répertoriez en fait au livret de quête. Et le livret de quête va vous dire, le livre des secrets plus précisément, va vous dire que dans cette mission, le numéro 4, quand vous arrivez dessus, vous lisez en fait ce paragraphe-là qui va vous donner des trucs supplémentaires, des armes ou alors eh bien, des cochonneries qui pourraient arriver. Donc là, c'est une action de déplacement. Deuxième action de déplacement, je viens là. Une action gratuite me permet d'ouvrir une porte, donc ça c'est plutôt sympa. On va avoir des portes fermées standard et des portes ensuite verrouillées qui vont demander une action spéciale qui n'est pas une action gratuite. Et là, directement, qu'est-ce qui se passe? On va avoir en fait des petits jetons comme ça, que vous voyez, qui s'appellent les ombres. Alors, quand vous avez une ligne de vue, comme par exemple ici, je vais retourner le jeton ombre et je veux voir directement ce qui m'arrive. Alors, si c'est un monstre, je vais prendre un ennemi, je vais retourner la carte ennemie que vous pouvez voir ici. Donc voilà, il s'agit d'un diablotin vert. Le diablotin vert, je vais le mettre à côté. Je vais mettre une figurine diablotin vert. Donc là, je n'en ai pas, c'est pas grave, on va mettre un diablotin bleu ici. Et je vais prendre ensuite sa carte de réaction, qui est la carte de diablotin vert. Dans une carte de diablotin d'ennemi, nous allons avoir eh bien, un peu le war scroll de ce qu'il va faire, un peu le cheminement. Si vous êtes à 0 case, il va faire ça. Si vous êtes à 1-2 cases, il va faire ça, etc. Ainsi que les dégâts, les griffures, etc. Donc ça, on va le poser à côté. Vous allez voir, c'est hyper simple. Et je pourrais continuer, me mettre finalement ici à 3. Là, vous voyez que j'arrive sur un événement narratif 1. Alors, bien évidemment, ça, je les ai positionnés pour vous expliquer grosso modo ce que ça peut donner. Et l'événement narratif 1, vous allez dans le livre des secrets, vous regardez l'événement narratif 1 et hop, du coup, vous prenez l'événement narratif et vous le mettez à côté ou alors sur la pile d'événements si le cas vous en est donné. Une fois que vous avez fait tout ceci, eh bien, vous pouvez enchaîner avec des actions qui sont des actions spéciales. C'est-à-dire, vous pouvez bondir. Bondir, c'est améliorer son déplacement de 1. Donc vous voyez que là, finalement, j'étais à 1, 2, 3. J'ai fini mon déplacement avec Icarus, je ne peux pas taper parce que je ne suis pas à 0 et au corps à corps. Avec une action, je peux bondir et arriver ici pour pouvoir taper. Ça, c'est une action. On peut aussi ajuster. Ajuster, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ajustez votre arme, vous allez faire un coup précis et vous allez tout de suite gagner pour votre prochaine attaque eh bien, un petit dégât que vous allez faire d'office. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. On peut provoquer un ennemi, c'est-à-dire on modifie le jeton de menace et on le ramène chez nous, ça c'est bien. On peut réorganiser son équipement, échanger un objet, etc. Les actions eh bien, qui sont dites gratuites, c'est l'ouverture de porte, c'est ramasser des choses par terre. Voilà. Au-delà de ça, vous pouvez aussi fuir, mais fuir c'est de se déplacer directement, mais vous allez vous prendre une attaque d'opportunité du monstre qui se trouve là-dessus. Et comment se passe eh bien, la tatane? La tatane, eh bien, c'est très simple. Vous allez prendre directement l'arme à laquelle vous voulez taper la personne. C'est-à-dire ici un cimetière qui me donne un dé rouge ainsi qu'un dé bleu. Je vais le mettre à côté, donc je vais prendre mon dé bleu
et mon dé rouge, c'est l'inverse mais c'est pas tellement grave, vous allez les lancer et vous allez voir ce que vous faites. Donc par exemple ici, je ne fais rien du tout. Et là pour l'exemple, eh bien c'est fort fâcheux. Je fais un bouclier, donc on est spécialisé dans les boucliers sur le dé bleu et on est spécialisé dans l'attaque sur le dé rouge, mais on peut attaquer des deux côtés et se défendre des deux côtés, il n'y a pas de problème. Donc là par exemple, je ne fais rien du tout. Par contre, on va tricher. Si j'avais fait par exemple celui-ci ainsi que celui-ci, là je fais 2 touches et j'ai des éclairs. Les éclairs, c'est un peu comme dans Descent. Vous allez vous répertorier directement à l'éclair de votre arme et vous allez dire que tiens, l'éclair par exemple me donne un critique. Un critique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites une touche, vous récupérez un petit jeton critique et vous le mettez directement sur la carte du personnage, c'est-à-dire qu'il aura -1 en vie directement pour toute la partie qu'il va avoir jusqu'à ce qu'il quitte le plateau. Donc là, on reprend notre exemple. J'ai fait 1, j'ai fait 2, j'ai fait un critique. Donc grosso modo, ça fait 2. Le joueur ici va voir, hop, s'il a des capacités sur l'ennemi de défense. Il n'en a pas. Du coup, il se prend directement 2 jetons dégâts. Donc on le met directement là-dessus ou vous le mettez là-dessus directement. Une fois que tout ceci a été fait, donc je n'ai plus d'autres actions, je ne pourrais rien faire, etc. Alors bien évidemment, j'aurais pu taper avec mon bouclier, ce qui lui permettrait de repousser l'ennemi, vous voyez. Donc il y a plein de petits tricks à faire, c'est assez sympa. Et là par exemple, je suis maître bouclier, je peux effectuer une attaque supplémentaire avec mon bouclier. Donc c'est ce que je vais faire par exemple pour l'exemple. Mon bouclier me dit que je lance un dé bleu, donc je vais lancer un dé bleu. Donc là je fais un bouclier, je ne fais rien, mais par contre il est repoussé. Et il se retrouve ici. Donc vous voyez, il y a plein de tricks assez sympas à faire. Et quand vous utilisez la carte de pouvoir, vous avez un petit côté charge en fait à côté qui est le sablier que vous pouvez voir ici. Le sablier vous dit que vous retournez la carte uniquement sur le compteur temps du sablier. C'est-à-dire que là, je suis au niveau 1. Si par contre, ça me coûtait 2, le 2, je le mets comme ça. Le 3, je le mets comme ça. Et le 4, je le mets comme ça. Bien évidemment, vous avez compris que durant la phase de préparation, vous allez enlever un cran de sablier de votre pouvoir. Et plus vous allez utiliser un pouvoir fort qui redemande du temps, plus il va mettre de tours à revenir, alors que là, au prochain tour, par exemple, il reviendrait. Vous voyez, donc ça, c'est assez sympa, c'est très cool. Franchement, ça marche très bien et c'est hyper classe. Une fois que vous avez fait tout ça, c'est au tour du monstre de jouer. Comment les monstres jouent? On prend directement une carte de rencontre et puis on la révèle. La carte de rencontre, par exemple, nous dit ici, c'est le sombre quiétude. Aucun ennemi n'est activé. On mélange la pioche de rencontre dans sa défausse et on défausse cette carte. Donc par exemple, là, il n'y a rien qui s'active. Par contre, si on nous demande d'activer un ennemi, on va se référer directement à la carte que nous avons eue ici. C'est-à-dire que par exemple, le diablotin, il se trouve à 1 ou 2 cases. On nous dit qu'il se déplace pour engager et il attaque avec griffe. C'est ce qu'on va faire. On va avancer le diablotin ici et nous allons l'attaquer, du coup, le héros, avec la griffe. La griffe nous dit quoi? Elle nous dit qu'on lance 2 dés rouges. Donc nous allons prendre les 2 dés rouges du diablotin, nous allons les lancer et on voit que le diablotin fait 2 touches. À partir de ce moment-là, nous allons nous référer directement à la défense de Icarus. Icarus, lui, par exemple, lorsqu'il défend, il gagne +1 d'armure. Donc on sait déjà qu'on va ignorer une blessure. Et il a +1 d'armure avec sa cotte de maille. Donc on sait déjà qu'on va ignorer 2 blessures. Donc là, il n'y a aucun problème, on encaisse, on n'a limite pas besoin de lancer les dés. Par contre, si le joueur avait fait par exemple 3 dégâts, comme ici, j'en encaisse 2 sans problème, par contre il en reste 1. Et vous allez voir que la subtilité ici est un peu bizarre concernant à d'autres dungeon crawlers. C'est-à-dire que là, ma cotte de maille me permet en défendant de lancer 3 dés au maximum. Ok? Normalement, dans un dungeon crawler, on serait tenté de lancer les 3 dés pour voir si on subit la touche ou pas du tout. Eh bien là, non. Dans Sword and Sorcery, on vous dit directement que vous avez par exemple 3 dés au maximum de lancer, mais pour chaque touche, vous allez en lancer 1. C'est-à-dire que là, il y a une touche encore à sauvegarder. Eh bien, je vais lancer un dé, hop, et je vais voir si je sauvegarde. Si je fais bouclier, il n'y a aucun problème, c'est absorbé. Si je ne fais pas bouclier, je me prends un point de dégâts directement là-dessus, sachant que Icarus en a 6. Alors la petite particularité que je ne vous ai pas dit, c'est quand vous ouvrez directement une porte, vous prenez une carte piège. La carte piège peut être sans effet, ou alors vous pouvez trouver des effets. Donc là, oh là là, il y en a encore sans effet. Vous pouvez trouver des effets. Bon, il y a le troisième sans effet, c'est bien mélangé. Vous pouvez trouver par exemple des trucs comme ça qui vous disent fléchette. Chaque héros à une distance de 2 zones ou moins subit une attaque par rang d'âme divisé par 2, moins le bouclier que vous allez avoir. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, ça donne des pièges un peu partout, etc.
et ça vous permet de voir grosso modo comment ça marche. Voilà, vous avez vu grosso modo comment marche Swords and Sorcery. Quand vous n'avez plus de 2 points de vie, vous êtes mort. Alors ce qu'on appelle mort, c'est retourner directement, vous n'êtes pas mort hein, à proprement parler, vous retournez directement votre carte et vous voyez que derrière votre carte, on a le symbole fantôme. Ça veut dire que le fantôme, vous allez pouvoir vous déplacer soit de 5 cases, ou soit de faire une réincarnation, mais il va falloir être sur un portail de réincarnation pour pouvoir vous remettre en état physique, ou vous pouvez faire un cri spectral qui vous permet quand même de faire des petites attaques. Bien évidemment, si vous voulez vous faire une réincarnation, il faudra payer votre coût en points d'âme pour justement ici revenir en réincarnation directement. Et une fois que vous avez fini la phase de préparation, la phase de combat, arrive ensuite la phase d'événement. La phase d'événement nous dit quoi? Eh bien, on nous dit que si nous n'avons pas un événement comme ça, nous allons retourner une carte. La carte va nous donner des choses différentes à faire selon l'affinité, va donner des générations de monstres ou va nous donner des cycles jour-nuit. Ça, c'est assez sympa, le cycle jour-nuit. C'est-à-dire que là, c'est le jour, donc on va lire dans le scénario ce que fait la carte jour dans cette map. Et ensuite, on nous dit, par exemple, vous voyez, de pivoter en avant toutes les compétences magiques utilisées de 1 rang. Donc ça vous permet en fait d'aller un peu plus vite. Par contre, si vous avez une carte comme ça au début du tour de la phase d'événement, eh bien on va juste en fait la défausser et on n'en tire pas d'autres. Pourquoi je vous dis ça? Ça a un sens considérable, c'est-à-dire que quand généralement il n'y a plus de cartes dans le paquet d'événements, la partie est finie. La partie est aussi finie si tous vos joueurs sont en mode fantôme. Donc il y a un petit système où vous allez rusher, ne pas prendre votre temps, mais il y a aussi un système où vous allez effectivement essayer de théâtraliser un peu plus votre attaque pour qu'elle passe assez vite et ne pas rester sur un ennemi. Sachant que vous allez avoir des cases où vous allez dépenser plus de points de mouvement, vous allez avoir des cases où dès que vous rentrez, vous perdez 1 point de mouvement. Vous avez la règle de domination très très importante. La règle de domination, elle dit quoi? Elle dit que si vous êtes plus de figurines que le joueur ennemi, de part et d'autre, même si la figurine ennemie est plus que vos figurines de héros, il y a domination. Domination, ça donne quoi? Ça donne un bonus supplémentaire de 1 touche quand vous allez attaquer. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que vous pouvez ramener en fait vos personnes à 2 ici. Le diablotin est tout seul, là je suis dominant sur la zone, je récupère directement 1 point de dégâts gratuit que je vais lui coller dans la face. Et vous pouvez aiguiser ensuite votre âme de faire un coup affûté. Et là, vous allez coller 2 d'office avant de lancer les dés. Donc, il y a une grande part de stratégie sur la règle de domination que je trouve assez sympa. Et ça vous permet surtout de ne pas non plus rusher la map pour justement arriver à vos fins en vous disant voilà, j'ai tout fait, etc. Donc, il y a plein de choix à faire, c'est assez sympa. Et toute cette narration in-game vous permet vraiment de vivre un truc assez épique. Voilà, vous avez vu grosso modo comment se joue ce Sword and Sorcery. Alors, mon avis là-dessus. Alors, je dodeline un peu de la tête parce qu'il y a du bien et il y a du moins bien. Alors, ce qui est bien là-dedans, c'est le côté déjà narratif. Avec le livret de comptes, le livret des secrets, vous allez quand même avoir du storytelling in real, en fait, in real entre guillemets, in-game. Quand vous allez jouer, vous allez avoir des narrations, ok, ça veut dire ça. J'arrive dans ce couloir, tiens, il y a un petit point d'interaction, je vais lire dans le livre des secrets ce qui s'y passe. Donc ça, c'est vachement bien, il y a plein de trucs à faire. Ce que vous allez aussi avoir à l'intérieur, c'est un dungeon crawler qui est stratégique, à mon sens même mieux que Descent, parce que il y a la règle de domination, parce que vous pouvez affûter votre coup, parce que vous savez ce que fait l'ennemi à côté, donc vous anticipez grosso modo comment il va réagir. Et il va falloir surtout jouer contre le deck d'événements. Du coup, ça, c'est assez sympa. On a un bon côté stratégique là-dessus. C'est un dungeon crawler qui, entre guillemets, est accessible. Il n'est pas plus compliqué que Descent. Il est plus accessible que Gloomhaven. Je le préfère d'ailleurs, moi, à Gloomhaven, celui-ci, parce que voilà, en termes de méca, c'est très simple. Et franchement, il y a plus de sensations dessus. Et voilà, il y a aussi ce côté où, dès que vous mourrez, vous n'êtes pas expédié du jeu et vous n'attendez pas, comme dans Descent, que quelqu'un vous revigore, par exemple. Ou alors que vous dépensez toute une action pour vous revigorer. Il y a plein de trucs à faire à côté. Le système d'alignement est très sympa. Le système de dialogue est aussi très sympa. Ce n'est pas des dialogues non plus poussés, mais il y a quand même des choix à faire qui vous donnent ce petit côté jeu de rôle autour de la table. Donc tout ceci sur la narration, les trésors, les machins. Il n'y a aucun problème, ça marche bien. On essaye de builder notre personnage par rapport à ce qu'on veut jouer comme gameplay. Donc ça, c'est top. Le moins top maintenant, déjà, c'est les figurines. Alors, les figurines, il y en a elles sont belles pour certains héros. Donc, vous voyez ici, par exemple, on a Icarus, tatatin, avec son bouclier légendaire. Donc ça, c'est pas un problème. Mais si je vous prends un diablotin, les diablotins, franchement, ils sont nazes. Il n'y a pas...
ça manque de finition, c'est mou quoi. C'est un peu mou. On a des orques, vous voyez ici, des chamans orques, je ne sais plus comment ils appellent ça, par exemple. Mais voilà, les figurines, en fait, c'est moyen. C'est très moyen. C'est bien dans certains cas, c'est décevant dans d'autres, et c'est dans la moyenne du moyen. Pour le prix, on va dire ça va vers le bas, quoi. Ça, c'est pour les figurines. Les tuiles, bon, c'est assez sympa, voilà, c'est des tuiles qui sont comme du Descent, voire un peu mieux, donc ça théâtralise quand même vachement. Les cartes, il n'y a pas de problème aussi là-dessus. Le moins bien à l'intérieur qu'on va avoir aussi, c'est le livret de campagne. Alors, encore je dodeline de la tête. Pourquoi? Parce que le livret de campagne, en fait, vous propose uniquement le premier acte avec 7 quêtes. Et une fois que vous avez fini, la campagne en fait est inachevée, il faut attendre les extensions. Et les extensions sont dispo en VO, et je sais que ça va être traduit par Anne Traffin, par contre, ça va mettre du temps pour arriver. Donc on a en fait ce petit côté salé dans la bouche, où on se dit « Ah ouais, on va faire notre quête, mais finalement notre quête elle va être inachevée, ça va être compliqué d'attendre les autres. » On a quand même 7 cartes, 7 maps à faire, il y a des trucs à faire dedans, dans chaque map il n'y a aucun problème, mais voilà, il y a un sentiment quand même d'inachevé, c'est un peu dommage. L'autre point aussi qui est un peu dommage à l'intérieur, c'est le bestiaire. Alors le bestiaire, on a Diablotin, on a Bandit Pirate, donc ça fait 2. On va avoir ensuite Orc, il me semble, Chaman. Et si je ne vous dis pas de bêtises, on va avoir une autre bête dont je n'ai plus le nom, mais on a 4-5 monstres, quoi. 4-5 monstres qui sont déclinés en fait en forme rouge, en forme bleue, en forme verte. Donc en fait, quand vous ouvrez la boîte, vous vous dites « Ouais, il y a plein de figurines, ça va être des monstres de partout ». En fait, c'est les mêmes monstres qui sont déclinés à différents niveaux. Mais c'est la même figurine et c'est uniquement la couleur qui va changer. Et bien évidemment, ça va être aussi la charte de fonctionnement du monstre qui va changer, il va taper plus fort, machin. Mais ça reste des diablotins, ça reste des bandits. Moi, franchement, j'aurais préféré en fait avoir différents diablotins. Un diablotin tout pour eux au niveau 1, un diablotin un peu plus balèze avec une autre figurine au niveau 2 et un diablotin un peu plus imposant au niveau 3 quand c'est le boss diablotin. Voilà, ça aurait permis d'avoir un bestiaire un peu plus touffu. Là, c'est la même image partout. C'est pas top, c'est vraiment dommage parce que voilà, alors à la base, je sais que ça a été un Kickstarter qui a en plus bien marché. Il y a à peu près 4-5 ans de ça. Mais voilà, si vous avez suivi le Kickstarter, effectivement, vous allez avoir plein de matos, donc vous allez avoir une riche campagne. Mais là, en soi, il faut attendre quand même les extensions à côté pour pouvoir avoir un bon bestiaire et puis une bonne base solide. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire du coup dessus? Alors, si vous recherchez un dungeon crawler et si vous en avez marre du Descent parce que vous n'avez pas aimé et que Gloomhaven comme moi, voilà, ça vous intéresse pas trop l'Heroic Fantasy dans ce domaine-là parce que c'est un peu particulier et puis la mecha, c'est pas trop top là-dessus, vous pouvez partir là-dessus. Pourquoi? Parce que franchement, il propose quand même des scénarios assez sympas. Il y a un côté narration, storytelling au sein même du jeu quand vous allez jouer. Donc tout vous est caché, il faut découvrir des trucs. Ça, c'est très sympa, ce petit côté JDR à la découverte du monde. Le système un peu biaisé, on va dire, de la défense rebute au début, parce que voilà, on se dit on a 3 dés de lancer, pourquoi on en lance un pour chaque touche, alors qu'avec 2 dés ou 3 dés, j'aurais pu en fait directement enlever peut-être le dégât, j'ai plus de proba de le faire. Peut-être ça c'est déroutant quand vous jouez un peu au Dungeon Crawler de ne pas prendre le maximum de stats. C'est pas tellement foufou après quand vous jouez, voilà, vous y faites, il n'y a aucun problème. Il y a plein de combos à faire, c'est très sympa quand vous prenez un archer qui tire en avant et que le gros tanker il est là uniquement pour taper et placer sa domination. Il y a plein de trucs à faire. Maintenant, gardez en tête que voilà, c'est 70 à 80 € à peu près, plus vers les 70 que vous allez trouver le jeu. C'est un dungeon crawler. Est-ce qu'il y a mieux à côté à mon sens? Oui, parce que voilà, ça serait vous mentir de vous dire non. Par exemple, Descent avec Road to Legend propose un truc assez sympa. Là où Descent tout seul, moi je recommande Sword and Sorcery. Pour moi, entre Gloomhaven et Sword and Sorcery, alors c'est pas comparable parce que là on a le côté Legacy qu'on n'a pas ici, mais voilà, moi je sais que je m'amuse plus par exemple à Sword and Sorcery que ma partie sur Gloomhaven. Après je sais que c'est tellement personnel, hein, mais voilà, c'est un sentiment que je vous donne, il y en a peut-être dans d'autres cas. Donc voilà, ça peut aussi pallier à certains trucs. Si vous voulez pas vous prendre la tête à rentrer dans plein de trucs de mathématiques, etc., voilà, c'est un jeu aussi qui vous permet, peut-être, si vous en avez marre de zombicide, de rentrer dans de l'Heroic Fantasy avec des options un peu plus supplémentaires et un peu plus tricky, donc un peu plus stratégiques, pour pouvoir vous lancer dans une campagne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que voilà, il y a plein de trucs à côté. Mais effectivement, à côté, il y a d'autres dungeon crawlers qui font très bien le taf avec un univers un peu plus vaste, généralement aussi pour le même prix. Donc c'est à vous de voir si vraiment ça vous a chauffé là-dessus.
L'autre point un peu qui chiffonne, bien évidemment, c'est les règles. Alors, attention, quand je dis règles, ce ne sont pas des règles qui sont mal écrites, hein. Dieu merci, parce qu'il y a quand même 55 pages à lire. Le jeu n'est pas compliqué en soi, parce que voilà, je vous l'ai expliqué en quoi, une dizaine de minutes, et j'ai pris mon temps. Mais il y a quand même plein de trucs à lire, il y a des exemples et tout, ok, c'est sympa, mais quand vous lisez d'une traite les 55 pages, moi, il m'a fallu une bonne après-midi, hein, donc c'est volumineux en livret de règles, donc Dieu merci, encore une fois, c'est bien écrit. Mais voilà, attendez-vous quand même à prendre une bouffée là pour pouvoir vous lancer dans le livret de règles. Sinon voilà, ce que pour dire en plus, c'est un jeu qui est assez sympa. À vous de voir maintenant hein, si ce que je vous ai présenté ça vous botte un peu, ou si vous dites ouais moi j'ai carrément mieux comme Dungeon Crawler, donc du coup c'est pas fait pour moi. Et auquel cas bah voilà, vous faites l'impasse dessus, mais en aucun cas c'est un mauvais jeu et en aucun cas voilà c'est pas un Dungeon Crawler qui est totalement pourri. Il a ses bons côtés et il a aussi des mauvais côtés comme tout jeu. À vous de voir maintenant si c'est fait pour vous ou alors pas du tout. Voilà, cette présentation de Sword and Sorcery est finie. Je le rappelle, hein, vous pouvez trouver ça chez Intrafin autour à peu près de 60-70. Ça dépend vraiment, à peu près 70, 1 à 5 joueurs pour des parties qui avoisinent les 1h30 au minimum à peu près. Hein, vous ne finissez pas des parties à 30 minutes. Si vous voulez vous raconter des histoires et vous aimez l'Heroic Fantasy, ça peut être une solution pour vous si vous ne voulez pas rentrer dans une grosse campagne qui demande par exemple 70 heures de jeu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez surtout pas à commenter parce que ça c'est plus important que l'abonnement. Si vous partagez mon point de vue là-dessus, ou si vous avez fini votre partie, parce que moi je suis arrivé vers la fin de Sword and Sorcery, je suis parti très très vite quand j'ai joué, j'ai à peu près une dizaine d'heures dessus et je suis arrivé vers la moitié fin, la 5e quête ou la 4e quête à peu près. J'ai perdu plein de fois aussi, mais bon, voilà, une quinzaine d'heures passées, je pense qu'on en a à peu près pour ouais, une vingtaine, trentaine d'heures si vraiment vous refaites à chaque fois les quêtes, etc. Voilà, il y a de quoi faire, mais c'est dommage d'avoir un truc quand même inachevé. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout. À bientôt, ciao!